Oudja, Hallo, bienvenue. Vous êtes bien à la version française du webinaire sur la vérification stratégique pour l'achat stratégique. Je suis Mireille Chagan, je travaille à Blue Square, qui est une société spécialisée dans les systèmes d'information sanitaire et la science des données. Mon rôle en tant que community manager et en charge du renforcement des capacités, c'est d'organiser ce type d'événement dont j'ai eu plaisir à organiser, un événement qui réunit des experts, des praticiens sur les questions de vérification, d'achat stratégique dans l'assurance maladie et dans le PPF. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre d'un projet un peu plus grand qui a été initié par un groupe d'experts Collectivity pour regarder le rôle que peuvent jouer les outils digitaux dans l'achat stratégique. Alors, les outils digitaux de santé, mais pas seulement. L'idée pour nous, c'est de réfléchir à des pistes de solutions pour rendre l'achat beaucoup plus efficace. Bonjour, ceux en tout cas dans les personnes qui sont allô, dans les personnes qui sont hôtes, est-ce que vous pouvez mettre votre son off, s'il vous plaît? Merci. Donc, l'enjeu, c'est de réfléchir à comment rendre l'achat beaucoup plus efficace compte tenu des ressources limitées qu'on constate. Et on veut pouvoir promouvoir des solutions à l'échelle locale et aussi à l'échelle internationale, en valorisant les expériences et le savoir des praticiens locaux. Alors, pour arriver à ce webinaire, on a eu tout un processus. Alors, ça a commencé en juin 2021. Alors, c'est un peu comme l'accouchement d'un enfant. Alors, en juin 2021, nous avons constitué un petit groupe de 4 personnes pour réfléchir sur ces questions de digitalisation de l'achat stratégique. Puis, nous avons lancé un appel à candidature pour être rejoint par d'autres praticiens en juillet et septembre 2021. En octobre, nous avons initié une réflexion pour réfléchir à ce que nous pouvions faire dans un contexte Covid. Et nous avons commencé à travailler sur l'organisation d'une conférence internationale où des praticiens viendraient présenter le rôle joué par les outils digitaux dans l'achat stratégique. Et donc, pour ce faire, nous avons commencé à travailler sur le concept note. Et également, entre-temps, nous avons travaillé à organiser cette série de webinaires. Alors, aujourd'hui, c'est en français. Nous aurons une session en anglais dans quelques semaines qui sera annoncée. Et puis, par la suite, une 3e session qui est en cours de préparation. Alors, l'objectif de cette séance aujourd'hui, c'est de partager les retours d'expérience en matière de vérification dans le cadre du FDP et de l'assurance maladie, identifier les difficultés, les voies d'amélioration de la vérification, notamment à travers la digitalisation. Alors, cette session se veut vraiment interactive. Alors, même si vous ne pouvez pas peut-être tous mettre vos vidéos, mais vous pouvez échanger dans le Q&A, poser vos questions, répondre même aux questions qui seront posées par vos pairs. Alors, j'aimerais terminer cette session d'introduction en remerciant nos soutiens qui nous ont aidés à organiser ce webinaire, à savoir P4H, les comités de pratique PPF, accès financier aux services de santé, et également, bien évidemment, Blue Square. Alors, je vais introduire le modérateur de la session aujourd'hui, qui est Mamadou Baye. Mamadou Baye travaille depuis 2004 dans les questions d'assurance maladie au Sénégal. Et avant d'être nommé conseiller technique auprès du ministère du Développement, il a été responsable de l'assurance maladie. Mamadou, vous avez la parole pour la suite des échanges. Merci. Merci beaucoup, Mireille. J'espère que vous m'entendez.
Allô? Très bien, nous entendons. Avec un petit écho, par contre. Attendez. C'est bon maintenant? Bonjour à tout le monde. Oui, ça a l'air d'aller, oui. Oui, d'abord, merci beaucoup Mireille. Je m'associe à vous pour tous les remerciements à l'endroit de nos différents participants. Je voudrais d'abord vous féliciter, non seulement pour avoir soutenu tout ce processus, mais pour cette place le webinaire un peu dans le contexte. Comme l'avait dit, moi, mon nom c'est Mamadou Mbaye, j'appelle du Sénégal. Je suis spécialiste des systèmes d'assurance. Je suis chargé de faciliter un peu notre si intéressant webinaire. Et donc, je m'en vais très rapidement partager l'agenda de notre webinaire. Je voudrais rappeler à notre collègue Habib du Sénégal qu'il va passer comme premier présentateur. Un léger changement dans le process. Mais avant d'arriver aux présentations, mesdames et messieurs, nous allons d'abord écouter le discours inaugural de Grégoire, qui va passer dans un premier temps. Son introduction ne fera pas l'objet de discussion. Et nous allons enchaîner juste après avec les différentes présentations. Comme je disais tout à l'heure, Habibou du Sénégal va passer dans un premier temps. Ensuite, ça va être le tour d'Alexandre du Burundi, si je ne me trompe, avant que notre collègue du Mali, Moussa, passe pour nous présenter l'expérience de son pays dans le cadre de la vérification associée au financement basé sur les performances. Je voudrais rappeler également, après chaque présentation qui est limitée à 10 minutes, nous allons ouvrir, comme Mireille l'a rappelé, dans le cadre de ce schéma interactif, nous allons ouvrir une plage de discussion. Après chaque présentation, on aura une plage de discussion pour permettre aux uns et aux autres de poser leurs questions. Mireille également l'a rappelé, dans la fenêtre questions-réponses, les différents participants peuvent poser des questions et nous allons ensemble, dans cet esprit interactif, nous allons ensemble essayer de voir comment apporter les réponses qu'il faut. Et après les présentations et les discussions, ce sera le tour de faire une conclusion de notre webinaire. Et là, c'est Mireille et moi-même qui allons nous en charger. Voici de façon très ramassée l'agenda que nous suggérons dans le cadre de notre webinaire. Sans tarder, Grégoire, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Grégoire, vous avez la parole. Je rappelle que vous êtes spécial des systèmes d'information de santé et vous êtes membre de l'équipe de sciences des données chez Bluescare. Vous avez la parole, Grégoire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et c'est un plaisir d'introduire cette session aujourd'hui. L'objectif de mon propos, il est de donner un petit peu un cadre à cette question de la vérification stratégique et de définir les termes de ce dont on parle et les enjeux qui vont être abordés. Alors, quand on parle de vérification, la vérification, comme je pense vous le savez, la plupart d'entre vous dans ce webinaire, c'est une des fonctions essentielles des systèmes de financement basés sur la performance. La question principale, elle est, à travers la vérification des données qui sont déclarées par des formations sanitaires, de soutenir 3 des piliers, qui vont être le pilier de la gouvernance. C'est-à-dire qu'une vérification, c'est un moment où on a un contact qui se fait entre le mouvement, entre l'instance de coordination du PBF et les acteurs locaux. Et c'est à cet instant-là qu'on a la possibilité d'avoir des échanges sur les conditions d'implémentation du PBF, qu'on a de la possibilité de faire des rappels de la formation, mais c'est aussi un élément essentiel pour établir la confiance pour le paiement. C'est-à-dire qu'on va vouloir établir un paiement à partir du moment où on travaille sur des données qui sont vérifiées.
vérifiés et sur lesquels on a un contrôle qui est effectué. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, on va faire aussi de la vérification pour être sûr qu'on travaille avec des données qui sont de bonne qualité et donc que l'aspect stratégique de l'achat stratégique est bien respecté. Et donc, on va essayer d'avoir la qualité des données, donc d'une part pour avoir de la confiance, mais aussi pour être sûr que quand on va vouloir orienter les directions de l'achat, on va pouvoir se baser sur des données qui sont de qualité et qui reflètent bien la réalité des faits. Et troisièmement, et c'est en lien avec la partie gouvernance, bien évidemment, la vérification, c'est un moment où on va établir la valeur du paiement qui va être fait, et on a un rôle purement fonctionnel de la vérification pour établir une facture et les modalités du paiement. Prochaine slide. Précédente, un des grands problèmes de la vérification, c'est bien évidemment son coût et le coût élevé de la vérification. Et on voit des situations même où les paiements, où la vérification coûte plus de pratiquement le tiers du budget total du programme d'achat stratégique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de mettre en place de la vérification stratégique et quels sont les termes? Avant de rentrer un petit peu dans cette explication, je vais juste vous montrer, pour un rappel, à quoi ça ressemble la vérification et qu'est-ce qu'on observe quand on voit ce qui se passe au cours de la vérification. Je vous montre ici un travail qui a été fait avec les collègues du PDSS en RDC. On a regardé les données à la fois de la vérification et de la contre-vérification qui sont effectuées. Et donc, vous voyez déjà en premier lieu les données qu'on voit. On voit les données qui ont été dans la première colonne ici, les données claimed, qui ont été envoyées par les formations sanitaires. On voit les données qui sont vérifiées et puis on voit les données qui ont été contre-vérifiées dans l'avant-dernière colonne ici. Et donc, vous voyez qu'on va avoir des modifications qui sont faites à chacune de ces étapes. Si on regarde la première ligne, on voit qu'on avait 370 consultations qui ont été déclarées, 326 qui ont pu être vérifiées sur le terrain. Et puis, au moment où une agence de contre-vérification est passée, on en a retrouvé et pu vraiment documenter que 303. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, on a un niveau de contrôle qui va permettre de modifier ou de voir l'estimation. L'objectif étant d'avoir des estimations de l'activité qui sont les plus consistantes possibles. On voit aussi que, et ça c'est un des points importants, on n'est pas toujours au moment de la vérification à une diminution de l'activité, on peut être aussi à une augmentation, ce que vous voyez sur la deuxième ligne, où on avait 74 accouchements qui avaient été déclarés et 87 qui ont été vérifiés. Alors, ce que montrent les graphiques juste en dessous, c'est en gros quels sont les déplacements et quelles sont les directions de ces réévaluations. Si vous allez vers la droite dans ces graphiques-là, j'ai représenté 3 provinces ici de la RDC. Si vous allez vers la droite, vous voyez qu'on a eu une augmentation des prestations qui ont été constatées après la vérification. Et si vous allez vers la gauche, vous voyez qu'on a eu une réduction après la vérification. Et la ligne verte horizontale, c'est la ligne sur laquelle, verticale, c'est la ligne sur laquelle on n'a pas eu une modification du montant des prestations après vérification. Et puis, sur l'axe vertical, vous avez la même chose, mais après la contre-vérification. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sur le graphique du milieu, sur le Nord Kivu? Vous voyez qu'on a une distribution des données qui est représentée par les lignes qui sont là, qui montre que la majorité des données, la majorité des observations n'ont pas donné lieu à des modifications ni au moment de la vérification, ni au moment de la contre-vérification. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle les données, la qualité des données va être bonne et on voit qu'on est vraiment sur l'intersection de la neutralité, à la fois de la vérification et de la contre-vérification. Et donc, on a finalement une utilité assez faible de la vérification et comme validée par la contre-vérification, puisqu'on a des données qui sont de bonne qualité. Si on regarde par contre le graphique sur la gauche, ce que vous voyez, c'est qu'on a une situation où on est décalé, on a notre nuage de données qui est décalé vers la gauche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc on a une diminution en moyenne des valeurs de données après la vérification. Et donc, on a une correction à la baisse. Mais par contre, on est sur l'axe vert de manière verticale, ce qui veut dire qu'après la contre-vérification, on n'a pas de réévaluation. On a très peu de réévaluation de ces vérifications. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une bonne qualité de la vérification ici, que la vérification joue son rôle de correctif. Et la contre-vérification n'a finalement que peu d'impact par la suite sur la compréhension.
Si on va par contre complètement sur la droite, on voit là un graphique où on a d'une part une diminution des données après la vérification et une rediminution des données après la contre-vérification. Et donc, on voit un système dans lequel la vérification joue un rôle correctif, mais on a besoin d'une correction supplémentaire, ou en tout cas, cette correction n'est pas d'assez bonne qualité, et on doit questionner cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on regarde ces données-là et qu'est-ce qu'elles nous apportent? Elles nous apportent vraiment l'idée que la vérification va nous permettre d'avoir vraiment un rôle important dans le suivi de ces données-là, mais qu'il va aussi falloir avoir une réflexion autour d'elle pour être sûr qu'elle joue à fond son rôle et pouvoir valider un petit peu son apport. Slide. Alors, quand on va parler de vérification stratégique et quand on va passer de la vérification à la vérification stratégique, qu'est-ce qu'on va vouloir avoir? En grande partie, la vérification stratégique, on va vraiment parler d'une question de ciblage pour pouvoir au maximum cibler la vérification pour répondre à des questions spécifiques et réduire des risques liés donc à l'achat stratégique, tout en restant dans des coûts qui vont être réalistes, on va dire, ou soutenables par le programme. Moi, je classifie un petit peu ces questions et ces risques à deux niveaux. Il y a deux choses qu'on va vouloir faire avec la classification, avec la vérification stratégique. D'une part, on va vouloir prévoir, c'est-à-dire on va vouloir avoir suffisamment d'informations pour pouvoir prévoir des profils de risque et orienter des vérifications vers des formations sanitaires à risque de fraude ou d'erreur de données. Prévoir aussi le risque financier pour le programme, c'est-à-dire essayer d'anticiper des augmentations de dépenses ou des volumes financiers qui pourraient ne pas être soutenables par le programme d'achat stratégique. Et puis, on va aussi vouloir prévoir la direction dans laquelle on se situe et la probabilité d'atteindre des cibles de résultats du programme. Et la vérification stratégique va devoir nous permettre de prévoir ces éléments-là et nous permettre de s'orienter sur la réalisation de ces cibles-là. Et il y a aussi un deuxième objectif, c'est de pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'on va vouloir bien évidemment avoir une vérification qui va nous permettre d'investiguer des cas suspects, qui va nous permettre d'investiguer des cas et de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des surconsommations, des sous-consommations de subsides dans certaines situations, ou qui vont nous permettre aussi de cibler des activités de renforcement si on identifie des problèmes dans la mise en place du programme. Donc, prévision et réaction, c'est vraiment deux éléments qu'on va vouloir poursuivre et arriver à avoir avec cette vérification stratégique. Diapositive. Quelles sont les opportunités qui font qu'aujourd'hui, on va vouloir travailler et pouvoir travailler sur la vérification stratégique? La première, c'est qu'on est dans une situation dans la plupart des programmes où on a un recul sur les risques et surtout des données historiques. C'est-à-dire que ça va faire des années qu'on travaille ou qu'on collecte des données. Et donc, d'une part, on va avoir une connaissance qui va être qui va avoir grandi dans les programmes et dans la gestion des programmes. Et donc, on va connaître les risques qu'on va chercher à mitiger. On va pouvoir arriver à cibler un petit peu ces vérifications. Et puis, on va aussi avoir des données historiques qui vont nous permettre d'étalonner les méthodes d'échantillonnage. C'est-à-dire, et comme je vous montre, j'ai mis de manière illustrative un graphique dans lequel je ne rentrerai pas, mais qui montre que si on a une profondeur de 4-5 années, on peut faire des simulations qui nous permettent de dire, voilà, si on utilisait cette stratégie de vérification, voilà ce qu'on aurait eu comme résultat, voilà ce qu'on aurait pu identifier comme problème, voilà le coût qu'on aurait eu en termes de vérification. Et donc, ces données historiques vont nous permettre de réfléchir de manière avancée sur une stratégie de vérification stratégique, justement. Donc, on ne va pas être en train de mettre en place des méthodes un petit peu avec une certaine myopie, mais on va pouvoir les confirmer. Deuxièmement, on a aussi accès de manière croissante à des données supplémentaires qu'on va pouvoir mixer avec les données de la FBR. On va pouvoir comparer les données de la FBR, par exemple, avec d'autres données qui viennent du ministère de la Santé, en termes de budget, en termes de pathologie, en termes de différentes sources qui vont nous permettre de confirmer ou de regarder si on a des patrons un petit peu bizarres qui peuvent émerger. On va pouvoir aussi mobiliser des données tierces. Par exemple, on va avoir des ONG, on va avoir des partenaires qui travaillent dans des zones et on va pouvoir comparer ces données-là pour voir si on a une concordance des données et voir si on a des risques un petit peu d'erreur ou de fraude sur certaines données.
Et puis, dernièrement, on va pouvoir intégrer des données contextuelles qui émergent aussi de manière croissante, en particulier si on pense aux données sur la population. Et dans certaines présentations, vous allez voir, on voit que les données de population peuvent être une des limites à la supervision en ce moment. Et donc, on va avoir cette idée qu'avec une augmentation à la fois des données disponibles et des capacités techniques d'utilisation de ces données, on va pouvoir être beaucoup plus stratégique et beaucoup plus ciblé dans la façon dont on va vouloir orienter les vérifications. Slide. Alors, quand on va vouloir avancer vers la définition d'une vérification stratégique, quelles sont les questions qu'on va vouloir considérer? Moi, je liste 3 grandes catégories et ce que je veux vraiment souligner ici dans cette diapositive, c'est qu'avant même de se lancer dans la réflexion technique et dans la réflexion sur les outils de comment est-ce qu'on va faire un échantillonnage, comment est-ce qu'on va sélectionner des formations sanitaires, il y a toute une partie de questions stratégiques et de questions politiques qu'il faut résoudre. La première, c'est par exemple, quel est l'objectif principal de la vérification? J'en ai évoqué déjà plusieurs dans mon propos, mais on peut voir qu'il va falloir se demander, est-ce qu'on va vouloir orienter une vérification à des fins plutôt de gouvernance, ou à des fins de renforcement de compétences, à des fins de gestion administrative, donc de validation des prestations à payer. Mais donc, en fonction de ces différents éléments-là, on ne va pas avoir les mêmes approches, on ne va pas vouloir optimiser, on va dire, la même fonction sur l'orientation de la vérification. De manière très connexe, c'est quels sont les risques qu'on va souhaiter mitiger. Est-ce que c'est des risques financiers? Est-ce qu'on va vouloir aller dans des formations sanitaires qui vont représenter le plus gros risque financier pour le programme? Auquel cas, on risque d'avoir une vérification stratégique qui va être biaisée vers des formations sanitaires avec des gros volumes financiers qui présentent les plus gros risques. C'est une chose qu'on va vouloir voir. Ou est-ce qu'on veut identifier le risque de fraude indépendamment du volume financier qui représente. Et donc, à ce moment-là, on va vouloir aller représenter finalement des situations qui nous paraissent anormales, mais qui peuvent être marginales si on réfléchit en termes budgétaires. Ce n'est pas la même chose. Ou alors, est-ce qu'on va vouloir mitiger les risques de résultats, c'est-à-dire des situations où on a des formations sanitaires peu performantes ou qui ne vont pas vers les résultats qu'on attend, et vouloir, au contraire, on va peut-être avoir du coup des résultats financiers qui vont être plutôt encourageants, on va dire, ou plutôt limités en termes de dépenses, mais on va vouloir cibler ces formations sanitaires-là pour aller regarder qu'est-ce qui se passe en termes de résultats. Donc, en fonction de ces différentes décisions et de ces différents choix stratégiques, on ne va pas avoir les mêmes approches stratégiques, justement, pour l'orientation des vérifications, et on ne va pas avoir les mêmes méthodes d'approche. Et donc, avant même de réfléchir à la méthode d'analyse, il faut se réunir, il faut résoudre ces questions politiques-là et y répondre. Puis, il y a une dernière question qui est même encore plus fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on attend en termes de vérification, quelle est l'approche qu'on prend? Alors, diapositive. Si je peux vous présenter ou donner un peu trois grandes familles que je vois un peu dans les différents systèmes dans lesquels on travaille, qui sont utilisées quand on parle pour orienter des vérifications stratégiques, Dans une première situation, et là je montre un exemple d'un travail qu'on avait fait avec des collègues au Bénin, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des classes de risques qui sont créées pour des formations sanitaires, des classes de risques dans lesquelles on va mettre des formations sanitaires basées sur des vérifications antérieures qui ont été faites ou sur des observations de données. Et puis, à partir de là, on va mettre des formations sanitaires avec une probabilité d'être échantillonnées, donc d'être vérifiées, qui va varier avec un code couleur. On en verra un similaire un peu dans une des présentations tout à l'heure. Mais l'idée est vraiment de dire, voilà, on crée des catégories de risques et puis en fonction de la catégorie de risque, on va avoir une probabilité plus ou moins forte d'être visitée par une vérification. Ça, c'est une approche qui est vraiment une réflexion en termes de classe de risque. On va vouloir avoir une approche qui va optimiser la classification et donc on est dans une méthode particulière. On peut aussi avoir une approche à la vérification stratégique qui est beaucoup plus en termes de surveillance. Et donc, au lieu d'avoir une classification ex ante finalement des formations sanitaires, on va vouloir être très réactif à ce qu'on va observer et on va dire, tiens, on est ici dans une situation, on a une divergence des données observées et on va vouloir réagir directement pour aller observer ce qui se passe dans cette formation sanitaire. L'illustration que j'ai mise ici est quelque chose qui pointe vers des méthodes similaires à celles qu'on utilise dans la surveillance épidémiologique. On va vouloir observer des situations out of control, où on a des situations qui sortent des formations sanitaires, qui sortent d'un domaine où on pense être en confiance. Donc, c'est une deuxième approche et ce n'est pas la même vision et c'est là encore pas la même outillage technique qu'on va mettre en place. Troisième
option, c'est l'option que j'appelle ici régulation, qui est celle où on va comparer des formations sanitaires les unes avec les autres. On va définir un domaine de confiance. Donc là, vous voyez qu'on a un ensemble de formations sanitaires qui, sur des questions d'évolution de taux de mortalité, tombent dans des zones de confiance. Et puis, on a des formations sanitaires qui sont divergentes, qui ne ressemblent pas aux autres. Et donc là, on a une approche qui est beaucoup plus d'unification ou d'une vision unifiée des formations sanitaires. On veut des formations sanitaires qui sont divergentes, qui ne ressemblent pas aux autres, sont celles sur lesquelles on va orienter la vérification. Et donc là, on est plus dans un mode de régulation, si vous voulez. On a une norme, on essaie de définir une norme et de voir qui diverge de cette norme, qui sort de cette norme. Vous voyez que ces trois approches qui sont différentes, qui ont des valeurs différentes et des objectifs différents, mais il faut les prendre en compte et il faut décider, en fait. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va vouloir prendre en compte dans le cadre d'une vérification stratégique. Diapositive. C'est ici ma dernière diapositive. L'objectif, il est ici, à partir de tous ces différents éléments que j'ai soulignés, donner un petit peu des conseils et puis de manière un petit peu intempestive, vous donner un peu mon opinion sur la façon dont il faut travailler et puis la façon dont nous, à Blue Square, on travaille sur ces sujets-là. Comme je le disais, le premier élément, c'est vraiment de prendre le temps de bien définir l'objectif qui est recherché. Et il faut comprendre les différents éléments que j'ai notés. C'est-à-dire que ce qu'on voit par moment, on va avoir des situations, on va avoir des algorithmes qui vont être mis en place pour créer, pour stratifier, par exemple, des formations sanitaires et puis orienter des supervisions, mais qui vont mélanger un petit peu des choses. On va avoir des approches qui vont être mélangées, ce qui fait qu'à l'arrivée, on va pas bien comprendre ce qui se passe en termes d'échantillonnage. Et en fait, l'aspect stratégique, qu'est-ce qu'on va chercher comme bénéfice dans la vérification, et redevient un peu brouillé. Donc, c'est difficile d'évaluer même la performance de l'approche. Donc, dans un premier temps, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre le temps d'analyser les risques, de prendre le temps de la discussion politique pour dire qu'est-ce qu'on va essayer de mitiger comme risque. Est-ce qu'on est plutôt concerné par un risque financier, par exemple, ou par un risque de fraude? On veut vraiment s'assurer qu'il y ait le moins de fraude possible. Est-ce que c'est ça qu'on va essayer de viser? Et donc là-dessus, il faut vraiment expliciter ces choix et faire vraiment la différence entre ce qui constitue un choix technique et un choix politique. Et là-dessus, pour simplifier les discussions, il faut prendre ce temps, ce temps-là. Deuxième élément, c'est la différenciation entre les différents risques. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir un algorithme qui va nous permettre de suivre tous les risques d'une seule fois. On ne sait pas si les risques sont corrélés. Par exemple, on ne sait pas, comme je le disais, si le risque de résultat est corrélé avec le risque financier. C'est très probable qu'il ne le soit pas. Plus on va avoir un risque financier élevé, c'est-à-dire que plus on va avoir, moins on va dépenser pour des formations sanitaires, et donc on va avoir moins de prestations. Et donc, on ne va pas pouvoir poursuivre ou identifier ces deux risques de la même manière. Et si on essaie de tenir une identification de risque ou un suivi de risque intégré au même moment, on va perdre en intelligibilité. C'est-à-dire qu'on va avoir des méthodes qui vont nous faire tout et son contraire, et ça va être très difficile de comprendre les résultats, de comprendre qu'est-ce qu'on va essayer de poursuivre avec une stratégie, avec une vérification. Et donc là-dessus, c'est le deuxième aspect, c'est bien, dans la manière dont on travaille, différencier les risques et les penser de manière séparée le maximum possible. Et troisièmement, et ça c'est vraiment une approche de travail, je pense que la bonne façon de travailler, ce n'est pas de réfléchir en amont à un système qui va permettre de minimiser tous les risques, d'avoir une système sur laquelle on arrive à cocher toutes les cases, mais au contraire, de penser en petites unités sur des itérations simples d'un algorithme ou d'une façon d'orienter la vérification stratégique, de la faire tourner sur quelques mois, sur quelques trimestres, et puis d'évaluer, et puis peut-être de faire varier en fait. C'est-à-dire, une fois, ce trimestre-ci, on va viser le risque financier, le trimestre suivant, on va viser plutôt un autre type de risque. Et l'objectif, il est ici de prendre ce temps d'analyse, de comprendre les résultats, de comprendre ce qu'apporte la vérification stratégique ou la façon dont on a en tout cas implémenté la vérification stratégique, et au maximum de varier les approches, de voir si on a un modèle A, comment est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on a comme résultat, et si on a un modèle B, qu'est-ce qu'on a comme résultat. Et à ce titre, je pense que le type de séance comme on va avoir aujourd'hui, on va avoir les expériences de plusieurs pays qui vont montrer les défis qu'ils vont avoir rencontrés, les façons dont ils vont les avoir pensés, les objectifs qui vont s'être fixés. Ces expériences-là sont importantes à partager et il n'y a pas un modèle de vérification stratégique, il y a autant de modèles de vérification stratégique que de choix politiques qui ont été faits, que de choix stratégiques qui ont été émis, et les solutions techniques vont s'y adapter. Et donc, échanger avec les autres pays, échanger entre vous, entre nous, demander des conseils, c'est ce qui est essentiel justement pour s'y retrouver
et pour arriver à avancer dans cette direction. Je vous remercie. Merci Grégoire. Malheureusement que nous ne sommes pas en présentiel, de vous applaudir. C'est très intéressant la thématique. C'est très intéressant, surtout que nous sommes dans un domaine où il n'y a pas une abondante littérature. Je crois que c'est une mise en point très, très importante et nous vous remercions pour cela. Malheureusement, on a quelques retards dans le timing. Nous n'allons pas ouvrir une discussion. Je crois que nous sommes tous d'accord sur quelques éléments clés qui ont été bien explicités par Grégoire. Nous sommes tous d'accord sur le caractère essentiel de la vérification. Il a également parlé du caractère coûteux de ce processus de vérification. Un élément que nous pouvons également avoir comme élément de résumé, c'est que ce n'est pas uniquement un outil de contrôle, mais c'est aussi un outil stratégique. Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette présentation de Grégoire. Merci beaucoup. Nous allons nous rattraper sur les questions après les différentes présentations. Maintenant, nous allons aller aux présentations pays pour voir comment cette vérification est effectivement appliquée dans nos différents systèmes de santé. Et nous allons donner la parole à Abibou. Je ne sais pas si vous êtes là, Abibou. Abibou? Oui, je suis là, Mamadou. Allô? Oui, Mamadou. Abibou, vous avez la parole. Je rappelle que Abibou est responsable. Abibou est responsable d'unité assurance maladie au Sénégal. Vous avez la parole, Abibou. Merci Mamadou. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de Bruce Care pour nous avoir associés à cette importante réflexion. Donc, je m'en vais vous partager avec vous l'expérience du Sénégal en matière de couverture maladie universelle et bien aussi en termes de vérification. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2012 déjà, le Sénégal était à un taux de couverture de 20%. 20% de Sénégalais bénéficiaient d'une couverture assurance maladie. Donc, il y a 80% de Sénégalais qui étaient exclus de ce système. Et les 80%, ce sont pour l'essentiel les populations du monde rural, du secteur informel majoritairement. Mais on n'avait que 20% qui avaient un système de couverture. Et ces 20%, c'était l'essentiel des Sénégalais qui étaient dans des régimes obligatoires et plus précisément les imputations budgétaires. Parce que l'État aussi, en tant qu'employeur, assure la couverture du risque maladie de ses agents en activité et des fonctionnaires à la retraite. Mais aussi, il y a une grande partie du personnel du secteur privé qui sont au niveau des institutions de prévoyance maladie. Et déjà, donc, c'est un taux important de la population qui avait directement recours au paiement direct. Et ça a été confirmé par les comptes nationaux de la santé de 2013, avec une contribution de presque 55% de paiement direct, donc ce qui est hyper important. C'est ça qui a justifié la nécessité de lancement du programme de la couverture maladie universelle par les autorités du pays. Donc, il y a une forte volonté politique qui a accompagné ce programme dès 2012. Et vous verrez que de 2012 à 2020, donc ce taux de couverture est passé de 20 à 52,3%, avec une part importante de contribution des mutuelles de santé cette fois-ci. On reviendra sur ça durant la présentation de slide. Alors, Abibou. Oui. Abibou, je vous suggère d'aller à un rythme beaucoup plus accentué. Vous n'avez pas beaucoup de temps. D'accord, merci Mamadou. Donc, je viens directement donc, sur les deux axes stratégiques de la couverture maladie universelle au niveau du Sénégal. Donc, il y a l'Agence de la couverture maladie universelle qui est mise en place depuis 2015, qui assure
la mise en œuvre de ce programme. Donc, nous avons deux axes principaux. Nous avons un axe d'assurance maladie, d'assurance maladie de base à travers les mutuelles de santé et un autre axe d'intervention en termes de gratuité. Pour les gratuités, ce sont les cibles c'est des gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, la gratuité de la dialyse, mais aussi une gratuité pour les personnes de plus de 60 ans à travers un programme dénommé le plan Sésame. Mais comme je dis, l'axe principal, c'est vraiment la mise en place de la couverture maladie de base à travers les mutuelles de santé. Puisque l'essentiel des populations au moment de la mise en œuvre du programme n'avaient pas accès à une couverture. Donc, il était bien de choisir un outil adapté pour permettre à toutes ces populations d'avoir accès à des soins de qualité et à moindre coût. C'est ce qui a justifié la mise en place de mutuelles de santé au niveau du Sénégal. Slide. Donc, dans ces mutuelles de santé, nous avons plusieurs catégories de bénéficiaires. On a un régime général. Il s'agit de tous les Sénégalais qui n'ont pas d'assurance et qui ont une capacité contributive. Donc, ils ont la possibilité d'adhérer aux mutuelles de santé avec une cotisation de 7 000 francs normalement. Mais l'État a de 7 000 francs normalement, mais l'État a subventionné les 50%, ce qui fait que les bénéficiaires se retrouvent à une cotisation annuelle de 3 500. Il y a une autre catégorie de bénéficiaires enrôlés dans les mutuelles de santé. Ce sont les bénéficiaires de bourses de sécurité sociale. Ce sont des ménages vulnérables accompagnés par l'État du Sénégal et qui sont enrôlés gratuitement au niveau des mutuelles de santé et qui représentent pratiquement 1 926 964 bénéficiaires qui sont dans les mutuelles de santé et qui bénéficient d'une prise en charge gratuite. L'État assure leur cotisation et ils ont une prise en charge gratuite. Il y a aussi une autre catégorie qui concerne les élèves et aussi les non-godara. Ce sont les enfants qui sont dans le secteur informel de l'apprentissage religieux. Donc, c'est vraiment 3 834 748 Sénégalais qui sont effectivement enrôlés au niveau des mutuelles de santé. Slide. Maintenant, ce sont ces mutuelles de santé eux-mêmes qui s'organisent pour l'achat des soins, effectivement, avec l'accompagnement de l'agence de la couverture maladie. Ce qu'il faut noter ici, c'est que la fonction d'achat et de soins est carrément séparée dès le départ. Donc, les mutuelles de santé ont la possibilité de choisir les prestataires avec qui ils veulent signer des conventions. Et à travers les conventions et clarifier tout ce qui est paquet de services, mode de facturation, un co-paiement et tout ce qui est suivi de convention. Et le suivi de convention est un élément important parce que ça permet aux deux acteurs à chaque fois de se rencontrer pour évaluer un peu le niveau de mise en œuvre de la convention. Donc vraiment, c'est un acte important dans l'achat de soins. Le choix de prestataire, le paquet de services, le mode de facturation. Slide. Maintenant, par rapport au circuit de contrôle, ce qu'il faut dire sur ça, c'est qu'il y a toujours un contrôle avant recours, il y a un contrôle des réceptions de factures et un contrôle après réception ou même après paiement des factures. Le contrôle avant recours, ça se fait au niveau de la mutuelle de santé. Il s'agit vraiment pour l'organisation mutualiste de contrôler l'éligibilité même du bénéficiaire. Est-ce qu'il a droit d'accéder aux soins ou pas? Donc, c'est vraiment un contrôle qui se fait au niveau de la mutuelle de santé. Et même au niveau du prestataire de soins aussi, ce même contrôle est encore fait. Donc, il y a un double contrôle de l'éligibilité du bénéficiaire au niveau de la mutuelle et au niveau du prestataire de soins. Maintenant, c'est au prestataire de délivrer une facture. Donc, la mutuelle des réceptions de la facture fait un traitement manuel de la facture. Il s'agit de contrôler toutes les lettres de garantie qu'il avait mis à la disposition du bénéficiaire pour accéder au point de prestation. Donc, il fait vraiment tout ce contrôle administratif avant et valider la facture. Donc, vraiment, c'est un contrôle manuel qui se fait. Maintenant, après contrôle de la facture, s'il y a des irrégularités,
ou bien même s'il n'y en a pas, il y a possibilité pour la mutuelle avec l'appui de l'agence de la CMU et les médecins conseils d'aller faire un contrôle médical. Le contrôle, c'est vraiment contrôler l'effectivité, contrôler la régularité de la prestation et même au début de contrôle de l'opportunité même de la prestation. Slide. Donc maintenant, c'est les limites de cette vérification qui est manuelle. C'est que c'est une vérification qui se fait souvent à travers les registres que détiennent les points de prestation. Et donc, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de limites, hein, comme des erreurs d'inclusion et d'exclusion à raison du traitement manuel. Il y a des pertes de temps dans le contrôle manuel. On perd trop de temps dans les registres parce que chaque service finalement a son registre. On a des difficultés énormes à faire une vérification donc à la loupe. Donc, des problèmes de lisibilité des factures. On a des difficultés à identifier les fraudes, les doublons, erreurs et prescriptions abusives. Donc, ce qui cause souvent des paiements indus. Et ça, ce sont vraiment les limites de la vérification manuelle. Slide. Donc, je vous présente ici quelques irrégularités notées lors de missions de contrôle. Je donne juste deux petits exemples parmi plusieurs. Par exemple, au niveau de la zone de Louga, sur des prestations facturées, on s'est retrouvé avec presque 35,7% de taux de montant non certifié. Donc, c'est vraiment des exemples qui montre un peu la nécessité de renforcer tout ce qui est aspect de vérification et de contrôle. Slide. Donc, la leçon qu'il faut tirer de cette vérification manuelle pour le moment au niveau du Sénégal, c'est que la vérification manuelle, effectivement, réduit les chances de détecter toutes les irrégularités dans la facturation. La vérification même manuelle a pourtant permis de détecter des erreurs à incidence financière de l'ordre de 35% au niveau de Louga. Donc vraiment, l'absence de vérification électronique augmente les risques et erreurs à incidence financière. Slide. Maintenant, le défi vraiment au niveau du Sénégal pour la vérification, c'est vraiment renforcer les mesures internes de vérification, de renforcer les capacités de contrôle et de gestion de risques, mais surtout de mettre en place un système informatisé de digitalisation des procédures de contrôle et de vérification. Slide. Maintenant, il faut dire qu'au niveau du Sénégal, il y a des expériences, il y a des initiatives de digitalisation de la vérification au niveau du Sénégal, avec un système informatisé, un système de facturation électronique des prestations. Mais il faut dire que pour le moment, c'est un système qui est à l'essai. On a plusieurs structures de santé pilotes. Pour le moment, c'est vraiment un système qui permettra de générer les factures individuelles, de générer les factures globales. Donc, en fait, de régler un peu le problème de l'effectivité même des prestations et même aussi de l'opportunité des prestations. Slide. Nous avons aussi au niveau du Sénégal le problème que rencontrent beaucoup de systèmes assurantiels, c'est le problème du ciblage. Le problème du ciblage et le problème de l'éligibilité. Donc au Sénégal, on est en train d'expérimenter un système d'identification biométrique des bénéficiaires de la CMU pour régler un peu le problème du ciblage, surtout qu'il y a beaucoup de télescopage entre les différents régimes avec la fragmentation des régimes. Donc vraiment, parfois, il y a un problème de ciblage. Donc le CBO permet un peu de régler permettra à terme de régler ce problème de ciblage. Slide. Donc, les effets attendus de cette vérification, ce sera la disponibilité de données à temps réel au niveau de l'assurance maladie, un important gain de temps pour les responsables, la minimisation des erreurs d'inclusion de ciblage, l'agrégation des données de facturation à temps réel, mais aussi une parfaite maîtrise des dépenses pour cerner la consommation abusive. Donc, vraiment, c'est ce qui est attendu de cette vérification. Slide. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que
au niveau du Sénégal, il y a une forte volonté politique de mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Il y a beaucoup d'initiatives en cours, mais vraiment, il y a nécessité de renforcer la fonction de vérification. Et pour cela, il nous faut vraiment renforcer les efforts de digitalisation déjà enclenchés, mais surtout aussi renforcer la sensibilisation des prestataires de soins et des bénéficiaires. Slide. Donc, merci à toutes, à tous. Merci, Djeredjef depuis le Sénégal, champion du monde, pays participant à la Coupe, qualifié à la Coupe du monde. Je vous remercie, merci à vous, merci de votre attention. Mamadou, est-ce que tu es là? Bon. Sûrement un problème technique, mais alors du coup, on va essayer de prendre des questions. Alors, certaines questions ont été posées dans le chat, d'autres dans le Q&A. On va essayer. Oui? Et bonjour Mireille, j'ai vu que tu as pris le relais. Tu peux continuer si tu veux, ou bien je reprends. Tu peux reprendre, vas-y. Ok, merci beaucoup. Non, il y a quelques difficultés liées aux aléas de la connectivité, on s'en excuse. Merci Abibou pour cette présentation sur l'expérience du Sénégal. Je crois qu'il faut rappeler, Mireille, je crois que c'est important pour ceux qui sont avec nous, que cette communauté de pratique n'est pas exclusive FBR. C'est une communauté de pratique à la fois FBR et assurance maladie. C'est ce qui justifie la présentation du Sénégal par Abibou, qui est responsable assurance maladie. Et ce qui nous intéresse dans l'assurance maladie, il y a une question qui est un peu associée à cela. Est-ce qu'il y a une possibilité de confusion entre FBR et ce que nous faisons au Sénégal? Non, ce qui nous intéresse dans l'assurance maladie, c'est beaucoup plus la question de la vérification. Parce que ce soit l'FBR ou dans l'assurance maladie, les gens achètent des prestations. Donc, c'est ça qui explique un peu cette présentation du Sénégal qui me semble fournir beaucoup d'aide. De toute façon, il y a beaucoup de questions dans le chat pour toi, Abibou. Je ne sais pas, Mireille? Mireille? Oui, allô? Alors, je dis, on a beaucoup de questions dans la discussion, dans la boîte à discussion. Est-ce qu'on va directement répondre aux questions? Tenez à Abibou pour répondre à certaines questions. Peut-être qu'il y a des questions aussi, je vois, qui sont adressées à Grégoire. Tout à fait. Alors, il y a une question qui est adressée à Abibou, qui est pour avoir utilisé la tarification à l'acte au lieu de la tarification à l'épisode. Je ne vois pas la suite de la question. Donc, c'est dommage, on ne peut pas y répondre parce qu'elle n'est pas complète. La seule solution pour une vérification efficace et efficiente est l'informatisation. Est-ce qu'après vérification, les prestataires sont invités à des séances de redressement au Sénégal? Donc, question de Marie-Noël Ouineza. Abibou? Oui, maman. Abibou, tu peux répondre rapidement à cette question? Je vais me rappeler la question, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'après la vérification, les prestataires sont invités à des séances de redressement au Sénégal? Oui, effectivement, Mireille. Là, au moment où je vous parle, là, on est dans un hôpital au niveau du Sénégal pour faire ce même type de contrôle. Mais je pense que ce que je veux compléter aussi, c'est que au-delà de l'assurance maladie aussi, les initiatives de gratuité aussi font l'objet de contrôle et de vérification. Maintenant, quand on fait la vérification au niveau de la structure, effectivement, les représentants de la structure sont impliqués dans le processus. Dès le départ, dès le premier jour, les TDR et tous les objectifs sont partagés avec les responsables de la structure.
Maintenant, l'équipe fait le contrôle durant toute la semaine et le vendredi, on fait le débriefing ensemble. On fait le débriefing sur tous les constats qui ont été faits, les recommandations, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajouter. Et ça, c'est vraiment un premier débriefing avant la rédaction du rapport et le partage du rapport après. Donc vraiment, comme Grégoire a dit, les prestataires ont un rôle déterminant dans un dispositif comme ça. Maintenant, le contrôle n'est pas que répréhensif. Hein? Il a cet aspect pédagogique aussi. Donc, tout ce que l'on fait on le fait vraiment avec les prestataires de soins et vraiment dans le but d'améliorer ensemble les choses et vraiment d'aider les populations à avoir accès à des soins de qualité et à moins de coûts. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question de Ridima Sodi. Pour le cas du Sénégal, ne serait-il pas envisagé d'évoluer vers un système d'immatriculation unique avec identifiant unique? Répétez s'il vous plaît, Mireille. Ne serait-il pas envisagé ou envisageable d'évoluer vers un système d'immatriculation unique avec un numéro unique? Oui, je pense que peut-être que je n'ai pas eu le temps de développer un peu l'initiative de digitalisation au niveau du Sénégal. Il y a ce qu'on appelle le GESAM, le SIGISEMU, c'est-à-dire c'est un système vraiment intégré de gestion. Et dans les modules du SIGISEMU, il y a un module qui prévoit un travail sur, parce que je parlais tout à l'heure de la fragmentation des régimes. Il y a les IPM à part, il y a l'imputation budgétaire en part. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'entrepôt de données. C'est vraiment un travail sur lequel le Sénégal s'est engagé pour regrouper vraiment tous les systèmes d'assurance et surtout pour régler le problème du ciblage. Je donne un exemple. Au Sénégal, on est en train de mettre en œuvre une initiative de gratuité de 0 à 5 ans ou une initiative de gratuité sur du plan Sésame, ceux qui ont plus de 60 ans. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ce sont les bénéficiaires de l'IPRES ou bien d'autres bénéficiaires qui sont dans d'autres régimes qui bénéficient plus du plan Sésame par rapport aux populations qui n'avaient aucun système de couverture. Donc vraiment, c'est une initiative qui à terme nous permettra de régler ce problème de ciblage, qu'il n'y ait plus de doublons dans l'utilisation des différents régimes et en termes de permettre au système de rationaliser un peu les ressources et que chaque type de bénéficiaire soit collé au régime qui lui a été proposé. Très bien. Une question un peu plus sur l'institutionnel. Quelle est la relation entre la Caisse nationale de la CMU et les organisations des mutuelles de santé? Oui, au niveau du Sénégal, l'agence de la couverture maladie universelle est la structure nationale qui gère la mise en œuvre de la CMU. Maintenant, les mutuelles de santé sont encadrées, accompagnées par l'agence de la couverture maladie universelle. Mais cependant, ce sont des structures qui ont une autonomie dans leur gestion, mais une autonomie bien encadrée selon la réglementation de l'UEMOA. Mais c'est l'agence de la CMU qui est chargée de les appuyer, qui est chargée de les encadrer dans le cadre de la prise en charge de leur mission. Très bien. Alors, je ne sais pas si on a encore combien de temps il nous reste, Mamadou, pour essayer de rester dans le temps. On a encore du temps ou bien on enchaîne et puis il nous reste du temps pour des questions? Oui, on est à la 8e minute de discussion. On a 2 petites minutes. Si on peut prendre une question pour Abibou. Très bien. Alors, tu avais commencé à poser une première question, mais tu disais que tu n'avais pas le reste de la question. La question, c'est quel est le mode de paiement des structures de santé au Sénégal? C'est au forfait ou à l'acte? Et comment contrôler la surconsommation par la formation sanitaire? C'est ça la question. Très bien.
Abibou, Oui, tu peux nous dire le mode de paiement qu'on utilise, forfait ou à l'acte? pour l'assurance maladie avec les mutuelles de santé, c'est vraiment le paiement à l'acte. C'est le paiement à l'acte qui est appliqué. Maintenant, dans les initiatives de gratuité aussi, il y a différentes formes différentes formes de paiement. Ok. Pour le plan Sésame, c'est un paiement à l'acte. Pour la gratuité des enfants de 0 à 5 ans, c'est un forfait. Pour la césarienne aussi, c'est un forfait. Donc vraiment, on a différentes formes différents modes de tarification. Mais pour l'assurance maladie, c'est vraiment le paiement à l'acte. Et comment on contrôle la surconsommation? Est-ce qu'il y a des techniques de contrôle ou bien c'est encore très embryonnaire au Sénégal, le contrôle de la surconsommation au niveau des formations sanitaires? Je pense que pour la surconsommation, je pense que le problème, il est plus du côté le problème a été plus identifié du côté du comportement des bénéficiaires qu'au niveau des prestataires de soins. Donc, je pense que vraiment, il y a souvent le problème de la sélection adverse qui fait beaucoup de dégâts. Maintenant, je pense que sur ce plan, il y a un travail qu'il faut continuer à faire de sensibilisation au niveau des populations surtout. Et pour les aspects de surconsommation, on sent plus ça, la responsabilité est plus orientée au niveau des bénéficiaires. Ok. Merci beaucoup, Mireille. Non, je pense qu'on va continuer. On peut poursuivre. Il y a avez-vous des questions dans la discussion? Je pense que tu peux répondre directement. C'est la question, combien y a-t-il de mutuelles au Sénégal? Quel est le mode d'adhésion? Quels sont les effets des gratuités sur la pérennité? La différence entre le PBF et la couverture maladie? Ce sont des questions dans le chat. Je crois que c'est bien que tu essaies d'interagir avec les différents participants. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. On a épuisé les 10 minutes de discussion. On va donner la parole à notre frère Alexandre du Burundi. C'est toi? Ce sera plutôt Moussa. Ah, Moussa du Mali. Moussa Bakayoko. Moussa. Oui, Mamadou. Moussa, je rappelle qu'il est le directeur de l'agence de contractualisation et de vérification au niveau de la province de Koulikoro. Koulikoro, un nom qu'on connaît au Sénégal. Okay. Vous avez la parole. Merci bien. Pour partager avec nous l'expérience du Mali. Merci bien, Mamadou. Bonjour à tous. Alors, ma présentation va sur le plan qui est ici. Je vais un peu parler du Mali, des régimes de couverture santé en place, du FBR au Mali, les mécanismes de vérification et terminer par des mots, les perspectives que nous avons par rapport à la vérification. Alors, le Mali, c'est un pays à ressources limitées situé en Afrique de l'Ouest, qui consacre 5% de son budget aux questions de santé, qui dépend des financements extérieurs à 36%, parce qu'il n'y a que 36% des financements de notre système qui est lié aux partenaires techniques bi- et multilatéraux, qui a des problèmes parce que ces indicateurs de santé sont encore très faibles. Diapositive, slide. Alors, les régimes de couverture santé qui sont en place au Mali, ils sont essentiellement de 4 zones. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire, qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'on appelle la CANAM au Mali, qui s'occupe des salariés, que ce soit du secteur public ou privé, qui a ses propres mécanismes de vérification quantité, mais qui n'a pas beaucoup adressé la question de la vérification de la qualité perçue par les bénéficiaires. Il y a le régime d'assistance médicale qui est géré par l'Agence nationale d'assistance médicale. Lui, il s'occupe des indigents qui sont immatriculés, ainsi que des personnes vulnérables dans les grands hôpitaux. Mais les centres de santé périphériques et les hôpitaux de district ne sont pas concernés par cet aspect. À ce niveau, il n'y a uniquement les indigents immatriculés qui sont pris en charge. Il y a aussi les assurances privées pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup d'informations, des mutuelles de santé. Il y a aussi des programmes de gratuité de l'État. Alors, ces 4 régimes ont pour particularité que
d'abord, la question de la vérification de la qualité perçue n'est pas suffisamment adressée. Et aussi la question des enjeux de gouvernance dans les formations sanitaires contractualisées, parce que ce régime signe de convention avec les formations sanitaires. À ce niveau, les enjeux de gouvernance ne sont pas souvent pris en compte, alors que les évaluations montrent que nous avons de gros problèmes de gouvernance. L'assurance maladie obligatoire et le régime d'assistance médicale couvrent actuellement 28% de la population malienne. Et pour les mutuelles et les assurances privées, ainsi que les programmes de gratuité, il n'y a pas de chiffres assez consistants sur combien de gens sont couverts par ces régimes. Slide. Alors, le FBR est intervenu dans ce contexte pour tenter de redresser les insuffisances que je viens de signaler, des problèmes de vérification qui ne sont pas optimums, vérification médicale, qui ne font pas de vérification qualité perçue. Et actuellement, le projet qui est au Mali couvre 18 des 65 districts. Vous voyez, ils sont mentionnés sur la carte ici. Ce sont des districts qui sont... Il y a un district dans le nord, 3 districts dans le centre du Mali, et disons 6 districts dans le centre du Mali et 10 districts dans le sud du Mali. Alors, ce projet a été mis en place parce que les résultats qu'on a atteints dans les projets pré-pilotes conduits en 2012 et en 2017 ont été concluants. On a vu qu'il y avait une bonne amélioration du niveau d'utilisation des services. Les indicateurs de santé se sont améliorés à ces mêmes centres de santé et aussi la question de la gouvernance s'est beaucoup améliorée. C'est pour cela qu'on a mis, le FBR a été pris comme une approche phare dans notre PNDS 4 pour essayer d'accélérer le progrès vers la couverture santé universelle et les objectifs de développement durable. Slide. Alors, le FBR que nous avons au Mali, ou le PIBF ailleurs, a comme mécanisme de vérification, comme dans beaucoup de systèmes, il y a une vérification ex ante et une vérification ex post. Il y a, par rapport à la vérification médicale, ici, ceci est fait par des travailleurs de notre agence, qui est une agence privée. Il faut le rappeler. Cette agence, en plus de la vérification des quantités, pour essayer de voir est-ce que le taux d'annulation des déclarations de FOSA a atteint un niveau optimum, parce que ici, la vérification médicale adresse cette question, le taux d'annulation des déclarations. En dehors de ceci, nous essayons aussi de voir est-ce que les centres de santé partenaires ont une bonne gouvernance, est-ce que la gestion est optimale. Au Mali, la vérification médicale, que ce soit pour les résultats output et les finances, cela se passe par trimestre. À côté de ceci, il y a la vérification de la qualité perçue, qui est faite par des associations de santé locales, qu'on appelle ailleurs LCB, et qui signent un contrat avec notre agence de contractualisation. Leur travail est vérifié par des vérificateurs qui sont engagés par la CV. Leur vérification se passe une fois par trimestre. Il y a la vérification qualité technique qui est faite aussi par les régulateurs, qui donne droit à l'identification du niveau possible d'accréditation. Ces différentes vérifications donnent droit à des sanctions positives et négatives. Positives parce que vous pouvez avoir des bonus liés à votre niveau de performance, mais négatives aussi parce que vous pouvez être sanctionné si on se rend compte que le travail n'est pas fait de façon optimale. S'il y a par exemple des tricheries, et ainsi de suite. Pour la vérification, la contre-vérification, la vérification médicale elle est conduite par les régulateurs. Et ici, on essaie de voir est-ce qu'il y a des soupçons de tricherie. C'est une vérification qui se fait chaque trimestre, de façon systématique. Il y a aussi les contre-vérifications de la qualité perçue et de la qualité technique qui sont aussi conduites aussi. Tout ceci donne lieu à droit à des sanctions positives ou négatives, comme il est dit. Suivant. Slide. Alors, ces mécanismes de vérification étaient à des défis. Le premier des défis, c'est d'abord la sécurité. Comme tout le monde le sait, le Mali, il y a 2 tiers du territoire qui connaissent des problèmes de sécurité. Et nous, dans notre district, nous avons 3 districts sur les 10 qui connaissent des problèmes de sécurité. Alors, mais ces problèmes aussi entraînent par moment la suspension des missions de vérification, essentiellement pour les régimes assurantiels. Mais sinon, par rapport au FBR, nous arrivons à travailler malgré ces situations difficiles en utilisant le truchement des canaux locaux pour avoir des arrangements avec les forces en présence, afin que nous puissions faire notre travail de vérification. Suivant. Slide.
À côté des problèmes de sécurité, il y a la question de la multiplicité des supports, parce qu'actuellement, nous utilisons encore des supports en papier. Il y a la qualité des enregistrements dans les supports. Il y a encore des cas de fraude, parce que vous allez souvent vous rendre compte qu'il y a des taux d'annulation. Il y a la différence entre les données déclarées et les données vérifiées. Il y a souvent des gaps. Il y a des problèmes d'archivage de ces tonnes de documents. Il y a le coût de la vérification et il y a des questions de pérennité, parce que à l'heure actuelle, si nous restons avec les différentes vérifications auxquelles viennent s'ajouter les vérifications dans le cadre du FBR, ça risque de faire trop. Si on doit passer à large échelle, ça risque de coûter. Mais il faut signaler que pour le cas du FBR, en fin 2021, nous avons la vérification coûté à peu près 20% du financement du projet. Suivant. Slide. Alors, comment renforcer cette vérification, surtout en mettant en synergie tous les régimes, parce que nous avons vu que ces systèmes fragmentés par essence causent énormément de problèmes. Il y a souvent des problèmes, il y a même des régimes qui ne font pas de vérification. Et on paye des choses qui ne sont pas vérifiées, toutes choses qui entament la crédibilité du système. Alors, le Mali a décidé d'aller vers une harmonisation. Au Mali, désormais, le régime d'assurance maladie, qu'on appelle couverture santé universelle, va être géré par ce qu'on appelle la CANAMU. Actuellement, c'est la CANAM qui gère l'assurance maladie obligatoire, qui désormais va piloter aussi la prise en charge des indigents et des personnes vulnérables dans le centre santé. Et ceci va aussi permettre de mettre en commun les apports des mutuelles, du régime d'assistance médicale, des collectivités, de l'État, pour faire une forme de panier commun. On va utiliser les outils de vérification du FBR parce que notre agence dépend bien sûr de la CANAM. Et nous allons aussi renforcer les volets de prise en charge des indigents et des personnes vulnérables à tous les échelons de la pyramide sanitaire. Parce qu'actuellement, les personnes vulnérables sont prises en charge dans les centres de santé périphériques et dans les hôpitaux, disons, dans les grands hôpitaux. Il y a aussi une question d'harmonisation des bases de données et des plateformes. Chacun de ces régimes a sa base de données, son système de gestion des données. Nous pensons qu'il faut aller à une interopérabilité. Pour ceci, nous pensons que si nous arrivons à faire cela, on va avoir une plus grande implication de tous les régimes. Et pour cela, il faut simplement communiquer avec tout le monde pour montrer la plus-value de la vérification quantité et qualité, parce qu'il faudrait arrêter de payer des choses qui ne sont pas vérifiables. Suivant. Slide. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous continuons à travailler dans le domaine de la digitalisation. Le ministère de la Santé s'est aujourd'hui approprié ce dossier et travaille à faire de sorte que les données déclarées dans le DH2, c'est une plateforme qui gère le système national d'information sanitaire. Quand vous déclarez les données là-bas, que ces données soient captées par le portail. Quand vous bénéficiez aussi du régime d'assistance, disons, d'assurance maladie obligatoire ou de RAMED, que ces données soient prises en compte par le portail et que cela fasse l'objet d'une vérification. Il y a des bases qui sont en fait. Il y a aussi la digitalisation et la vérification. Nous avons déjà tous nos outils de vérification qui sont configurés dans le portail avec la possibilité de les utiliser en offline. Suivant. Slide. Alors, que retenir au Mali? Pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, nous pensons aujourd'hui qu'il faudrait aller à une harmonisation des régimes et une digitalisation de la vérification qui s'impose pour plus d'achat stratégique. En ce sens que cela va nous aider à avoir une vérification plus allégée, plus efficace, une meilleure visibilité de la couverture santé universelle et une meilleure information stratégique. Et déjà, les outils que nous sommes en train de développer dans le cadre du FBR, pour nous, sont une bonne base. Parce que le modèle que nous avons fait ici au Mali a pris en compte les expériences du Cameroun, de la RDC, un peu du Burundi, parce que nous avons vu qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Ceci ont été mis à contribution pour décliner le modèle malien. Et nous pensons que déjà, cela est une très bonne base de travail. Voilà, mesdames et messieurs, c'est quelques slides que je voulais partager avec vous. Slide. Voilà, merci beaucoup. Et chez nous, dans notre papa, on dit Aouniché. Merci bien. Merci. Aouniché Moussa. Merci beaucoup. Je crois qu'à travers ta présentation, tu nous as plongé carrément dans un processus de vérification FBR, parce que Habib du Sénégal nous parlait beaucoup plus d'assurance maladie. Je pense que tu nous as présenté les différents systèmes, cette fragmentation qui est une réalité
et dans notre sous-région. Maintenant, ce qui est intéressant, et je vais terminer par là, parce que les uns et les autres ont bien suivi tout ce que vous avez présenté, c'est qu'au Mali, vous avez décidé de faire du FBR votre option pour réformer le système de santé. Je crois que c'est ça qui est très intéressant à retenir. Tous ces éléments maintenant sur les enjeux, sur les défis et sur l'utilité de ce système de vérification, je crois que les uns et les autres l'ont bien suivi. En tout cas, merci beaucoup à Niché pour parler comme toi. Merci bien. On va ouvrir très rapidement une discussion. Mireille, est-ce que vous avez relevé des questions dans le chat? Oui, alors il y a une question pour Moussa, pourquoi l'ACV fait aussi de la contre-vérification alors que dans le même temps, elle fait aussi la vérification médicale? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Non. Au Mali, oui. Au Mali, la vérification médicale est du ressort des régulateurs, c'est-à-dire les services déconcentrés de l'État malien, c'est eux qui s'occupent de la vérification médicale. Les équipes cadres des districts pour les formations sanitaires, les directions régionales de la santé, la direction générale de la santé, ainsi de suite. C'est eux qui s'occupent de l'aspect qualité technique. Et pour la vérification médicale, ça c'est l'ACV, mais cette ACV fait la contre-vérification la vérification communautaire. La vérification communautaire est conduite en périphérie par des organisations communautaires. Et quand on a des soupçons de glycémie, notamment quand il y a la proportion de patients non retrouvés est très grande, ceci donne droit à une contre-vérification pour voir est-ce qu'il n'y a pas des enregistrements fictifs qui remplissent des registres inutilement. Nous faisons la vérification médicale et la contre-vérification qualité perçue. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair. Oui. En tout cas, c'est une question qui a été très récurrente, oui. Oui, non, je demandais à Moussa, est-ce qu'il peut articuler sa réponse à l'agence de contractualisation là? Quel est le statut de l'agence? Est-ce que c'est une agence autonome qui est dissociée à l'État, etc. Ou bien c'est quoi? Tu peux nous dire juste un mot très rapidement sur cette agence? Voilà. Moussa? Oui, Mamadou. Oui, je vous dis, est-ce que tu peux nous dire rapidement le statut de cette agence de contractualisation? Parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur le statut qu'il faut donner à cette structure en charge de la vérification. Est-ce que c'est une agence autonome ou bien elle est un démembrement de l'État? Non, c'est une agence autonome. Autonome? Qui a ses employés qui font la vérification médicale et la supervision de la vérification communautaire. OK. Mais qui fait aussi la contre-vérification communautaire, qui elle-même aussi peut être faite par une agence que l'État peut contractualiser pour voir est-ce que la qualité perçue vraiment elle est sincère. Voilà. OK. Il y a des questions qui sont revenues sur la nécessité ou non d'externaliser la fonction de vérification. Bon, la fonction de compte vérification au Mali, on y a pensé, mais nous avons essayé de faire de sorte que le coût de la compte vérification et de la vérification ne dépasse pas. Allô, c'est parti. Allô? Oui, je pense que c'est du côté de Moussa. Oui, c'est du côté de Moussa. OK. En attendant que Moussa revienne, Mireille, il y a des questions dans le chat qui sont, je crois, qui étaient posées à Moussa. Des questions qui ressemblent aussi à des contributions. Il y a quelqu'un, excusez-moi, je n'ai pas retenu, je n'ai pas écrit son nom. C'est qu'il y a autant de vérifications qu'il y a de modes d'achat. Il a posé une question à Moussa. L'utilisation de ces services de vérification, l'utilisation des services de prestation est passée de combien à combien avec cette vérification? Donc, il y a des questions comme ça qui sont je ne sais pas si Moussa est revenu. Moussa? Oui, effectivement, nous avons, moi je m'excuse un peu ici, nous n'avons pas essayé d'évaluer cette question, mais par rapport au projet pilote et pré-pilote, c'est là-bas où j'ai parlé d'une meilleure utilisation des services.
Par exemple, vous avez la consultation prénatale, on appelle ici la prénatale 4, il faut que les femmes fassent 4 visites prénatales. C'était un indicateur qui était aux environs de 15%. Mais à la fin du processus, on était à 50% des femmes qui faisaient au moins 4 visites prénatales. C'est la même chose que le taux, la proportion des femmes qui reçoivent une contraception moderne. Nous sommes partis d'environ 2 à 4%, à quelque chose comme 15%. OK. Mais pour le projet actuellement, nous sommes dit que dès que nous allons atteindre les 2 ans, nous allons essayer de revoir le chemin parcouru pour voir qu'est-ce qui a été amélioré. Mais déjà, tout le monde est unanime que la qualité des données qui sont mises dans le système national d'information sont de bien meilleure qualité par rapport aux données des autres centres de santé qui ne sont pas dans le FPR. Tout le monde est unanime là-dessus. OK. Il y a une question, Mireille, dans le chat. Il faut me dire si on a dépassé le temps de discussion. Alors, malheureusement, nous l'avons dépassé. Il y a beaucoup de questions. Ce que nous suggérons, c'est que nous allons prendre quelques de ces questions et nous allons apporter des réponses dans le groupe, les différents groupes Collectivity. Donc, on vous dira où on logera ces questions et les réponses, parce que je pense que vous avez aussi soif de certaines réponses, notamment des questions vis-à-vis de l'aspect sécuritaire, que faire. Donc, voilà, c'est des choses qu'on pourra développer par écrit. Voilà, donc je pense qu'en termes de temps, il faudrait qu'on arrive à la conclusion. Oui. Alors, également, avant que tu arrives à la conclusion, normalement, il était prévu l'intervention de notre collègue Alexandre du Burundi. Malheureusement, il a eu un gros souci personnel. Il a empêché d'être là. Mais ce n'est que partie remise. Et comme je vous avais indiqué, il y a déjà un webinaire en anglais qui est prévu. Un 3e webinaire est en préparation en français. Et donc, du coup, on inclura la présentation à ce moment-là d'Alexandre. Donc, vraiment rester connecté sur les réseaux sociaux et le site internet de Collectivity et de Blue Square. Merci. Oui. Mireille, il y a également une question, je crois, qui est très importante. C'est la question liée au partage après le webinaire de la documentation. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela? Non, c'est tout à fait évident qu'on vous enverra à la fois la présentation, ici PowerPoint, et le lien vidéo. On va loger cette vidéo sur les réseaux sociaux, les comptes YouTube de Collectivity et de Blue Square. Donc, voilà, les participants et les personnes qui se sont inscrites qui n'ont pas eu l'opportunité d'assister auront ces éléments-là, bien entendu. OK. Donc, pour juste le mot de conclusion, Mireille, je voudrais d'abord remercier, féliciter tout le monde, m'associer à vous, dire aux différents participants que nous sommes, je crois que nous resterons ensemble dans cette aventure au niveau de cette communauté de pratique en termes de vérification. La vérification stratégique dans le cadre des achats de prestations, des achats de prestations, c'est une question très importante, très importante. Je crois que Grégoire l'a très bien posée. C'est l'une des fonctions les plus essentielles, surtout quand nous considérons un peu la spécificité de l'achat de prestations. Hein. Comme disait l'autre, c'est un marché assez spécial. Donc, il est important pour tout acheteur d'avoir les comportements d'un bon acheteur. Et c'est là où la fonction de vérification, comme il a dit Grégoire, est une fonction essentielle. Mais comme il a également rappelé, c'est une fonction coûteuse. J'aime bien son exemple, il dit 30% des coûts dans certains systèmes PBF, n'est-ce pas? L'autre chose qui est très importante qu'on peut dire dans ce mot de conclusion, c'est plus qu'un outil de contrôle, c'est un outil stratégique. J'aime bien ce groupe de mots, outil stratégique, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui sont associés à cette vérification. Je crois que ce sur quoi aussi on peut être tous d'accord, c'est qu'il y a, je pense, en écoutant les uns et les autres, que les 2 pays et le Burundi même se sont tous inscrits dans une perspective de digitalisation. Je crois que la question de la digitalisation pour la vérification, pour toutes ces qualités d'efficience et d'efficacité, je crois que c'est une question sur laquelle nous sommes tous d'accord qu'il faut progressivement que nous allons vers cela. La question aussi de la
de la professionnalisation de ce processus de vérification, parce que aussi nous avons affaire à des vendeurs professionnels dans le domaine qui est le domaine donc à quel niveau il faut encadrer et professionnaliser cette fonction, ça également, je pense, c'est un point sur lequel nous sommes tous d'accord. Dans ce système de fragmentation, je crois que c'est très souvent revenu dans la présentation de notre frère Moussa, c'est le jeu de rôle des différents acteurs. Je crois qu'il y a un jeu de rôle très intéressant pour être plus efficient et plus efficace. La question aussi de l'harmonisation des différents systèmes. Nous avons plusieurs systèmes qui posent d'énormes difficultés en termes d'efficience associées au problème de ciblage. Je crois que cette question d'harmonisation également, c'est une question qui se pose dans cette réflexion liée à la vérification. Et le dernier point que je voulais évoquer dans ce mot de conclusion, c'est la nécessité, je crois que c'est une question que beaucoup se sont posées, c'est la question d'externaliser cette fonction de vérification qui permet d'avoir l'acheteur et le vendeur à équidistance. Donc, autant d'éléments, c'est vrai qu'ils ne résument pas toutes les présentations, mais je pense qu'ils peuvent nous aider à nous projeter dans le futur, dans le cadre de cette communauté de pratique. Donc, voilà de façon très résumée quelques éléments, je pense, qui sont très intéressants à retenir à l'issue de ces différentes présentations. Très bien, merci à vous. Alors, il y a un questionnaire qui va apparaître à la fin de ce webinaire et qui vous sera également envoyé par la suite. Vous pouvez prendre 5 minutes pour y répondre. Ça nous permettra de vous fournir du contenu de plus en plus adapté à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci encore aux partenaires que sont P4H et les comités de pratique de Collectivity et à Blue Square. Et puis, on se retrouve dans très peu de temps pour la version anglaise, pour ceux qui sont bilingues, et par la suite pour une autre version française. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mireille. Merci à tout le monde.